Salut tout le monde, bienvenue sur Pump pour un troisième épisode de la saison 3, pardon. On a parlé jusqu'à maintenant de planification et d'hormones, de cycle hormonal chez la femme. C'est des épisodes qui ont eu des petits retours positifs, donc merci beaucoup. On va essayer de continuer sur cette voie-là et voir ce que ça peut donner. Aujourd'hui, on nous a suggéré de parler de cluster, c'est ça Trésor ? Ouais, c'est ça. Déjà, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a quelqu'un sur Insta qui m'avait proposé du coup de parler des clusters. Tom, j'espère que tu te reconnaîtras. Mais du coup, je trouvais ça intéressant peut-être de faire un petit peu une revue un petit peu de toutes les études qu'on a pu trouver sur le sujet. Il y a des petits trucs intéressants quand même autour de la force, de l'hypertrophie, des petits résultats qu'on va pouvoir partager. Donc je pense que ça va apporter quand même certaines clés à tout le monde. Après, encore une fois, j'ai essayé de le dire d'avance, il n'y a rien de révolutionnaire. Donc on peut déjà se dire que il y a peut-être des petits effets bénéfiques, mais voilà. Ouais, voilà. Bon, du coup, pour situer un petit peu l'outil, parce que c'est un outil parmi beaucoup d'autres, on n'est pas juste sur une méthode d'intensification, du coup. Ça touche vraiment à la programmation de la séance de manière plus globale, donc ça présente des avantages. Ça dépend un peu, parce je pense qu'il y a plusieurs termes. Ouais, du coup, il vaut mieux qu'on le définisse tout de suite là pour qu'on soit d'accord. C'est ça. Déjà pour remettre un petit peu de contexte, pour expliquer, déjà c'est une méthode qui a été majoritairement popularisée par Charles Poliquin. Donc c'est vraiment un coach qui est qui a beaucoup d'expérience et beaucoup de renom aussi dans le milieu de la préparation physique. Donc c'était un coach canadien qui a eu pas mal d'athlètes médaillés. Et lui, c'est vrai qu'il avait popularisé cette méthode parce qu'il l'utilisait beaucoup en préparation physique. Mais c'est vrai qu'à chaque fois on lui prête, après c'est un petit détail, mais moi j'avais vu dans son livre que en gros c'était une méthode qu'il avait utilisée de Carl Miller. Donc c'est Carl Miller le coach qui l'avait vraiment popularisé et mis en lumière. Mais du coup en fait ce qui a été intéressant, c'est que lui a vanté les bénéfices du cluster pendant très longtemps. Et c'est aussi, je pense, une petite problématique, et ça a créé surtout certaines niches et certains clans dans le domaine de la prépa, parce que comme lui en fait il était majoritairement issu du terrain, c'était quand même je crois un docteur en sciences du sport, mais c'est vrai qu'il vantait quand même finalement l'expérience de terrain. Et c'est vrai que ça a été quand même une méthode qui a mis du temps avant vraiment d'être analysée pour avoir des résultats scientifiques. Et c'est vrai que lui, il a beaucoup partagé le fait de vraiment se baser sur l'expérience de terrain avant la science, et que c'est vrai qu'il a toujours dit cette célèbre phrase que s'il avait attendu les résultats scientifiques pour mettre en place la méthode, il aurait laissé de côté beaucoup de médailles. Donc ça a été repris par beaucoup de coachs. Et on en a déjà parlé, mais je trouve ça dommage des fois d'opposer un petit peu science et terrain. Mais bref, ça on pourra en revenir un petit peu après. Et en gros, le principe de la méthode, c'était... en gros on va essayer de comparer juste deux méthodes, une traditionnelle et un cluster. Donc la traditionnelle, par exemple, on va prendre un développé couché, vous allez faire 4 séries de 8 répétitions. La première série, vous allez faire vos 8 répétitions et vous allez avoir du coup une récupération, mais du coup c'est entre les séries, donc c'est une récupération intersérie. Alors que dans le cluster, on prend le même exercice avec 4 séries de 8 répétitions. En fait, ce qui va se passer, c'est que sur la première série, vous allez du coup avoir des récupérations, mais intra-série. Donc entre chaque répétition, ou des fois vous pouvez l'entrecouper. Par exemple, vous faites 2 répétitions, une récupération, 2 répétitions. Et du coup, la fourchette de récupération, elle diffère. Lui, il conseille généralement 15 à 20 secondes. C'est assez large, Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 30 secondes, des fois même ça peut aller jusqu'à 1 minute. Donc ça c'est assez variable, et ça dépend encore une fois des choses à travailler, même s'il y a très peu de variations. Mais voilà, après je disais ça parce qu'il y a une petite différence. Des fois, ce qu'on peut retrouver dans la littérature, c'est le reste-pause. Donc c'est assez similaire. Moi c'est vrai que j'ai pas extrêmement compris non plus la différence, parce qu'en soi c'est le but, de ce que j'ai compris, c'était en gros pousser une série à l'échec et ensuite mettre une récupération. Mais du coup je trouve ça ressemblait beaucoup à des drop sets. Mais c'est vrai que des fois, il y en a qui retrouvent aussi le fait de juste mettre une récupération dans la série. Donc en soi, ça reste un cluster. Donc moi, le reste pause, je voyais pas trop la différence, mais c'est vrai qu'on peut le retrouver dans les résultats. Donc c'est pour ça, si vous trouvez ça sur PubMed ou sur les autres plateformes, ça correspond un petit peu à du cluster. Ouais, c'est vrai que... Mais du coup, le rest pause, c'est vraiment
le but du rest pause, à l'inverse du cluster, le cluster c'est de bosser à une plus haute intensité sur plus de séries. Donc de mettre une charge qu'on serait pas capable de faire si jamais on prenait pas de repos dans la série. Alors que le rest pause, c'est vraiment pour se rapprocher de l'échec au max. il me semble que c'est plus mis en avant dans le body et qu'il le présente comme une méthode où en fait presque on reste en tension, quoi. Parce que eux standardisent pas mal le tempo, enfin leur vitesse d'exécution pour chaque rep au sein de la série, et ils disent ouais, si à un moment on se sent plus capable de faire la rep, on fait une pause, mais du coup la pause se ferait en tension. Et c'est vrai que là, à l'inverse du cluster où je pense au squat où on re-rack, là du coup on serait encore en tension, donc c'est pas une pause d'aussi grande ampleur que le cluster. En tout cas, c'est comme ça que je le comprenais, moi. Ouais, ok. Mais donc, pour préciser, ouais, aujourd'hui, on va parler de clusters plutôt courts. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu plus passer dans les méta-analyses que j'ai creusées. Mais c'est vrai que vous pouvez entendre parler de clusters longs, clusters courts. Alors, j'ai pas de définition précise en tête, mais moi, ce que je voyais étudier, c'était moins de 30 secondes. Ouais. Même si c'est vrai qu'il y a des protocoles qui mettent en avant 45 secondes, voire 1 minute, comme tu l'as dit. Mais donc, nous, on va se concentrer sur les intérêts des protocoles qui tournent autour de 30 secondes max de repos intra-série, donc entre les rêves d'une même série. Qu'est-ce que tu as trouvé à ce propos pour les bénéfices de l'entraînement en résistance, par exemple? Moi j'ai trouvé, je vais aborder, il y a une méta-analyse et 2 études comparatives. Il y en a une qui figure justement dans le livre de Charles Poliquin. Donc c'est dans le Strength Conditioning and Research. Donc en gros ils avaient analysé, ils avaient comparé surtout différents protocoles. Donc en gros il y avait un protocole donc d'entraînement traditionnel, donc avec une récupération entre les séries. Il y avait un protocole en cluster, mais du coup c'était plus un cluster court. Encore une fois, bon, ça dépend du temps de récupération, mais là c'était, je crois, aux alentours de 20 secondes. Et il y avait du coup un protocole qui était aux alentours des clusters longs, et là c'était à peu près 40 secondes de récupération, donc entre chaque répétition. Et du coup là les résultats, là c'était plus par rapport à la perte de vélocité, donc ils n'avaient pas mesuré réellement du coup la production de force ou même les gains de force ou d'hypertrophie. Là c'était plus par rapport à la fatigue et la vélocité, et ce qu'on avait retrouvé c'était que il y avait moins de pertes du coup dans les protocoles de cluster. Je crois que c'était à peu près 16% dans le protocole traditionnel, 5,5% dans le protocole cluster court, et cluster long c'était à peu près 3% de perte de vélocité. Donc en fait ils étaient arrivés à la conclusion que pour un objectif plus orienté puissance, explosivité, enfin tout ce qui demande vraiment un effort court avec pas mal de vitesse gestuelle, ça pouvait être intéressant quand même de mettre en place un cluster. Après, c'est pas non plus des différences vraiment significatives, mais c'est vrai que sur des efforts courts, ça peut être intéressant. Moi, je pense que ça va dépendre aussi du setup, de la difficulté à mettre en place le setup. Je pense qu'il y a des exercices où c'est peut-être un peu plus compliqué, et ça dépend encore une fois de l'intensité. Si on se retrouve par exemple sur un squat à 80% ou 85%, et qu'on a peut-être une série à rallonge, des fois ça peut être chiant peut-être à chaque fois de re-rack et de redérack pour faire le même effort. Par contre je pense que c'est un petit peu moins le cas si on se retrouve sur du 30% et que le but c'est juste de faire par exemple un squat jump et de travailler finalement une qualité physique spécifique. Donc là je pense que ça peut être peut-être un petit peu plus intéressant. Donc ça c'était la première. La deuxième, je la trouvais aussi intéressante, l'étude comparative. Donc là c'est celle qui est sortie en 2024. Même Meno il en a parlé, donc Meno and Selman pour ceux que ça intéresse. En gros ils avaient comparé là 4 protocoles. Donc il y avait un protocole qui était, du coup c'est un entraînement traditionnel avec la méthode BFR, et un entraînement traditionnel sans méthode BFR, et c'était pareil pour les clusters, donc un cluster avec BFR et l'autre sans BFR. Et Reprécise du coup ce que c'est le BFR, si tu veux bien. En gros c'est le but c'est de pouvoir faire de la restriction sanguine. Donc admettons je sais pas, vous allez mettre une sorte d'élastique ou de garrot à la limite. Ouais, vous pouvez entendre ça sous le terme d'occlusion aussi. Ouais c'est ça.
occlusion. Du coup, admettons, je sais pas, sur un curl biceps, vous allez le mettre au niveau du coude et le but, c'est vraiment de limiter en fait finalement l'afflux sanguin au niveau localisé. Et du coup, on espère à travers ça de l'hypertrophie. Et en même temps, c'est quand même un protocole qui est vachement utilisé en réhab parce que ça permet de diminuer l'intensité, mais absolue, mais d'avoir quand même une intensité relative qui est assez importante et d'avoir une proximité de l'échec, et d'autant plus que ça a quand même des effets assez intéressants. Donc c'était cette comparaison-là. Et ce qui a été intéressant, c'est que pour les mesures de force max, on a trouvé finalement des similitudes entre le protocole traditionnel avec BFR, donc sous occlusion, et les deux protocoles de cluster, donc BFR et sans BFR. Donc il y avait quand même un avantage un petit peu plus important pour ça. Par contre, pour l'hypertrophie, ce qu'on remarquait, c'est que l'entraînement traditionnel sous BFR et sans BFR, il avait quand même des effets un petit peu plus significatifs que sur le cluster. Mais encore une fois, c'est pas étonnant, je dirais, parce que le but du cluster, c'est pas de se rapprocher de l'échec. Le but, c'est ce qu'on retrouve quand même dans la littérature, c'est de limiter la fatigue pour une même série, de limiter aussi les pertes de vélocité. Donc c'est pas forcément une méthode qu'on utilise dans un but d'hypertrophie, c'est plus soit pour de la force max ou soit pour un développement de puissance. Donc en soi, c'est pas très étonnant de retrouver ces résultats. Mais voilà, en gros, c'était ça la conclusion. Et la dernière, c'était une méta-analyse. Donc là, il y avait 31 ou 32 études qui étaient incluses, et ils avaient aussi comparé différents protocoles. Ils avaient essayé aussi de standardiser le statut d'entraînement, le volume d'entraînement, les différentes variables. Et du coup, déjà, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il n'y avait pas forcément de différence, surtout si on standardisait toutes ces variables. Et à la fin, ils étaient arrivés à la conclusion que pour la force et l'hypertrophie, il n'y a pas forcément de différence vraiment significative. Pour la force, peut-être un léger avantage pour le protocole sous cluster. Et par contre, ce qui était intéressant, c'était que c'est pour l'endurance musculaire locale, mais on l'avait retrouvé que sur le leg press, parce qu'il y avait une comparaison entre le leg press, le squat, le bench, etc. Et on avait retrouvé justement plus d'endurance musculaire et locale dans le cadre du cluster pour le leg press, mais pas pour les autres exercices. Donc ça, c'était quand même assez étonnant. Et sinon, pour la perception de l'effort et la perception aussi de la fatigue, c'était quand même légèrement favorable pour le cluster. Donc voilà, en soi, c'est arrivé aux mêmes conclusions. C'est que si on veut diminuer la perception de fatigue, diminuer aussi potentiellement les pertes de vélocité, augmenter peut-être légèrement la force max, ça peut être intéressant de mettre les clusters, mais voilà, encore, selon moi, ça dépend du setup. Donc, voilà. Ok, très bon point. Ouais, intéressant, j'avais pas vu l'étude comparative par rapport au BFR, mais j'ai vu des documents qui mettaient en avant ça pour des protocoles plus de réhab, etc. Pour effectivement essayer de réintégrer de l'intensité sans que la perception de l'effort soit trop importante. Donc c'est intéressant de voir comment ça se compare au BFR. Dans l'ensemble, moi j'ai vu à peu près les mêmes choses, et ce que j'en ressors surtout, c'est vraiment cette perception de la fatigue qui est plus intéressante. Donc toi, à partir de tout ça, comment est-ce que tu intégrerais des cluster sets à une programmation, voire une planification de l'entraînement? Comment tu tires, enfin, quel bénéfice tu essaierais de tirer de l'utilisation de cette méthode? Moi, le plus important, ce serait, je pense, par rapport, notamment dans le cadre d'un VBT, donc Velocity Based Training, donc essayer vraiment d'avoir une vitesse cible sur un mouvement en particulier, et du coup de pouvoir finalement standardiser cette vitesse, parce qu'on sait que à partir du moment où tu commences à avoir des légères pertes de vélocité, on peut sortir un petit peu du travail initial, et ça permettrait justement de maximiser un peu ce travail-là autour de la puissance, parce qu'on sait que c'est vraiment très important d'être sous fond de fraîcheur physique, donc ça pourrait être intéressant. Donc je dirais, si on prend un exemple dans le street lifting pour le muscle up, ça pourrait être un moyen intéressant. Après, je pense qu'il faut quand même essayer de standardiser un certain volume de travail, parce que ce qui en ressort aussi, c'est que ça permet de faire un plus gros volume sur des intensités cibles un petit peu plus importantes. Donc admettons à 80%, vous allez pouvoir peut-être faire un petit peu plus de répétitions que si vous étiez sur un entraînement traditionnel. Mais je pense que quand même, en fonction du setup, ça peut être vraiment contraignant et chiant de à chaque fois reposer, surtout si on a beaucoup de répétitions. Donc je pense que j'aurais quand même tendance à le conseiller à le mettre sur des fourchettes de répétition assez courtes,
vraiment essayer de donner peut-être des cues pour que il y ait vraiment une grosse focalisation, parce que des fois ça peut aussi amener à des pertes de concentration intra-série. Donc je pense qu'il y a du pour et du contre. C'est des choses que moi j'ai déjà utilisées sur des mouvements explosifs. Ça peut être intéressant aussi, je pense, sur peut-être une fin de bloc. Je dirais sur une fin de bloc, si on veut limiter un petit peu la fatigue induite, ça peut être intéressant sur un format d'intensité de mettre des récupérations pour qu'au final, sur le même format, on ait une perception de l'effort un peu moindre. Et des fois, ça peut aussi servir si on veut peut-être aller plus loin dans le bloc, ou même redémarrer et relancer une dynamique un petit peu plus efficace. Donc voilà, encore une fois, c'est pas indispensable. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font sans les clusters. Il n'y a pas forcément d'effet largement significatif par rapport à un traditionnel. Donc voilà, ça dépend encore une fois du contexte. Tu me diras ce que tu en penses, mais moi je trouvais que couplé à une intention de deload, ça pouvait être intéressant. Du coup, tu parlais de la fin de bloc. Ouais. C'est vrai que du coup, si le but c'est qu'au niveau fatigue, en fait, on cherche à récupérer une certaine capacité ou une certaine sensation de fraîcheur qu'on aurait perdu sur la fin d'un bloc, par exemple. Moi, je trouvais ça intéressant au lieu de faire un deload peut-être classique où effectivement on réduirait le volume surtout et un petit peu l'intensité. On se permet de garder le plus possible d'intensité pour tirer un maximum de bénéfices de la récupération et du niveau de fatigue perçu, tout en limitant le désentraînement. Enfin, sans parler de désentraînement, le déload ne désentraîne pas, mais sans s'éloigner du cadre ou du momentum qu'on aurait créé sur tout le deload. Donc, je sais pas si toi, tu l'avais envisagé comme ça aussi. Ouais. Je trouve que ça peut être intéressant dans ce cas-là. Mais est-ce que du coup, pour préciser un petit peu, est-ce que tu as vu passer des protocoles intéressants de cluster, une série de combien de reps et comment on la découperait? Est-ce qu'il faut faire du 3 fois 1 rep dans une série, ou est-ce qu'on peut se permettre de faire plus, genre 3 fois 2 reps, donc une série de 6 reps? Est-ce que tu as vu des choses plus intéressantes que d'autres par rapport à ça? Non, pas plus intéressantes, mais là, dans les papiers que j'ai cités, il y a un protocole où c'était 3 fois 6 répétitions, je crois, à 70 ou 80%. Et du coup, il avait entrecoupé. Et là, c'était vraiment récupération à chaque répétition. Donc, on faisait une répétition, récupération, une répétition. Alors que c'est vrai que Charles Poliquin, lui, il partage quand même pas mal de protocoles. Lui, des fois, il va, par exemple, mettre 10 répétitions. Il va faire 5, ensuite récupération, 5 répétitions. Donc, en fait, après, on peut manier comme on veut. Je pense que quand même, là, dans ce qu'on retrouve, c'est quand même essayer d'avoir des répétitions courtes, pas non plus extrêmement longues, et essayer vraiment de mettre une récupération à chaque répétition. J'ai pas vu d'autres protocoles, en tout cas dans la littérature. Après, bon, ça, c'est encore une fois, on peut tester et voir ce que ça donne. Ouais, non, mais faut toujours adapter. Et puis, encore une fois, là, on parle de manière très spécifique du cluster sans tenir compte de tous les autres facteurs qui peuvent influencer nos choix, mais tu les as mis en avant. Ça dépend des profils, ça dépend de l'exercice, ça dépend même du matériel auquel on a accès. Cette méthode-là n'est pas forcément intéressante à appliquer. Il faut voir toutes les contraintes que ça présente d'essayer de faire ça. Ouais. Mais c'est un outil parmi tant d'autres, et du coup ça me permet de rebondir sur cette notion-là. Là on parle vraiment d'une méthode, ouais, plus que d'un principe d'entraînement fondamental. Est-ce que ça te fait pas penser finalement à une méthode d'entraînement dont on a déjà parlé, qui se rapproche de ce format de travail-là, avec des temps de repos courts, peut-être peu de répétitions? Moi je pensais à l'EMOM. Ah oui. Est-ce que finalement l'EMOM c'est pas un cluster long, quoi, en vrai. Mais peut-être du coup en série unique, parce que même s'il y a des gens qui organisent l'EMOM avec pas forcément le même nombre de reps à chaque début de minute, ou pas forcément je dirais le même exercice même à chaque début de minute, un EMOM, si on prend admettons plus de repos au milieu de l'EMOM, ce serait un cluster set de 2 séries avec X nombre de répétitions. Ouais. Donc il y a peut-être quelque chose à creuser sur ça. C'est une piste, hein. Ouais. Sûrement qu'il y a déjà des gens qui sont penchés sur la question et qui ont essayé de comparer les deux formats, mais ça nous permet de rappeler que là on parle vraiment d'une méthode d'entraînement, plus que d'un principe, et que donc il y a peu de chances que ça révolutionne votre pratique,
Et même, il y a, à mon sens, peu d'intérêt à intégrer ça à toutes les séances, toutes les semaines d'entraînement. Ouais. C'est pas la base de notre entraînement, en fait. Et du coup, par rapport à ce qu'on me disait au tout début, est-ce que tu vois ça comme une méthode d'intensification, toi ? Non, parce que pour moi, une méthode d'intensification, le but, c'est, comme le nom l'indique, d'intensifier peut-être une méthode traditionnelle pour essayer d'avoir soit des effets peut-être un petit peu différents, même si c'est jamais le cas. Mais c'est potentiellement essayer d'augmenter la difficulté perçue sur un format différent. Donc le cluster, c'est pas en tout cas son but. Le but justement, c'est de limiter la fatigue perçue et du coup d'avoir vraiment le plus de fraîcheur possible sur chaque série et d'avoir aussi une production de puissance qui reste constante. Donc non, pour moi c'est pas une méthode d'intensification, mais c'est une méthode de travail pour la force ou pour la puissance, quoi. Alors du coup, pour resituer, qu'est-ce qu'on a comme exemple de méthode d'intensification ? On a les drop sets que tu as évoqués. Superset aussi. Oui, ouais. Le but du coup, c'est... souvent, le but d'une méthode d'intensification, tu m'arrêtes si c'est un contre-exemple, mais c'est de se rapprocher de l'échec. Ouais. Rapprocher de l'échec, trouver un moyen de se rapprocher de l'échec de manière plus facile. Plus facile. Et là, du coup, à l'inverse, c'est une méthode d'intensification dans un certain sens parce que ça va augmenter le tonnage, le volume, et du coup, c'est pas tourné vers la perception de l'effort parce que du coup, on va à l'inverse, on essaie de travailler avec le plus de confort que si on faisait pas de cluster set. Mais à la fin, on a plus de volume. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant aussi dans les différentes méta-analyses, c'est que ça permet d'avoir un plus gros volume d'entraînement. Ouais. Et par volume, on entend tonnage, du coup, parce qu'il n'y a pas plus de séries, etc. C'est juste, pour un même nombre de reps et de séries, on est capable de mettre plus lourd. Donc, plus gros tonnage. Ouais. Et ça peut présenter un petit intérêt. Encore une fois, faut pas le voir comme une méthode de surcharge. On a évoqué l'idée d'intégrer dans un deload pour essayer de stimuler toujours au maximum les bénéfices de l'entraînement en résistance sans avoir une fatigue perçue accrue. Ou parfois, ça peut se retrouver aussi, c'est d'avoir une intensité cible et du coup de pouvoir faire plus de répétitions à cette même intensité. Donc généralement à 80%, vous allez peut-être faire 5 ou 6 répétitions. Avec le cluster, vous allez peut-être être capable d'en faire 7 ou 8. Donc des fois, ça permet de faire un plus gros volume sur une fourchette d'intensité, quoi. Donc, ouais. Et ça, encore une fois, c'est un objectif à définir avec le coach pour essayer de comprendre ce qui peut être le plus intéressant en fonction du bloc ou même en fonction de comment surcharger facilement, quoi, parce que des fois, c'est plus confortable d'ajouter une rep sur une série longue que d'augmenter la charge. Donc, à voir. Là, on vous ouvre à plein de réflexions, on espère. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire, mais c'est beaucoup de théories pour qu'on ait des pistes après ou des choses à explorer. Ça fait un outil supplémentaire à essayer d'intégrer. Et même, du coup, même pas forcément essayer d'intégrer, mais qui peut être intéressant d'intégrer en fonction de la situation. Ouais. Ne vous forcez pas à intégrer des clusters. Si à un moment vous pensez que, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre si à un moment vous pensez qu'il faut un deload, mais que vous voulez pas trop perdre le momentum que vous avez créé, vous voulez pas redescendre sur des charges qui vous, sans parler des entraînements, mais qui vous feraient perdre le rythme ou perdre l'inertie que vous avez créée, cluster. Cluster, pourquoi pas. Vous avez beaucoup de liberté sur les clusters. On n'a pas mis en avant de protocole en particulier. Tu as parlé des séries de 10 reps. Ça peut se faire sur 5 séries, mais à ce moment-là, ça fait passer du temps à l'entraînement. Mais j'ai vu des papiers qui mettaient en avant des 5 séries en cluster. Donc, là, vous passez du temps sur l'exercice. Encore une fois, il faut en tenir compte dans la séance pour pas que ça bouffe tout votre temps d'entraînement. Mais prenez des libertés sur ça aussi. Un cluster, c'est pas forcément un top set où vous allez faire 3 reps à une charge où vous n'êtes pas capable de faire 3 reps consécutives, quoi. C'est un peu réducteur de le voir comme ça. Mais je suis d'accord avec toi quand même. Je pense que ça, on en parle quand même. Des fois, ça peut quand même, sur une fourchette de répétition assez large, casser une certaine dynamique et rendre vraiment la séance interminable et vraiment chiante. Donc je pense que, encore,
ça dépend parce que dans le format EMOM, ça donne une certaine dynamique quand même, mais parfois vraiment si je sais pas, tu fais un EMOM 10 minutes, des fois ça peut être quand même long. Alors que voilà, sur un format traditionnel, tu restes concentré, tu fais tes répétitions et c'est peut-être un peu plus court aussi, donc ça dépend. On pourra refaire un podcast sur l'EMOM en particulier, parce qu'en vrai, pareil, il y a plein de manières d'utiliser cet outil-là. Ouais, c'est sûr. Moi, l'EMOM, j'ai fini par l'intégrer surtout pour rythmer la séance, pour standardiser un petit peu le temps de repos. Alors, il y a des gens qui diraient, ouais, pourquoi tu comptes pas juste 3 minutes de repos entre les séries? Mais moi, le but, c'était de me mettre un petit objectif aussi d'accumuler un certain volume sur un temps imparti, quoi. Parce que je sais que sur certains mouvements, on peut avoir tendance à avoir des séries plus longues, à faire du rest-pause malgré nous. Moi, j'avoue que sur le squat, je suis à l'aise en haut, donc des fois, je suis un peu long. Non, là, ça force à finir sa série vite, à bouger vite, donc on pourra en reparler. Les mômes, il y a beaucoup de manières d'approcher ça, mais je suis d'accord que si vous intégrez ça à vos athlètes ou vous l'intégrez à vous-même, soyez attentifs au plaisir que ça amène aussi dans l'entraînement. Ça peut être contre-productif finalement de se retrouver à faire quelque chose, certes à une charge plus élevée, mais qui prendrait beaucoup plus de temps et qui épuiserait tout le plaisir à faire la séance de votre athlète ou de vous-même. Donc ça peut être une limite supplémentaire. Je pense qu'on a évoqué pas mal de choses. Ouais. Encore une fois, nos réflexions sont forcément incomplètes, donc n'hésitez pas à nous partager les vôtres, ou à nous dire s'il y a des petits points qu'on a évoqués qui sont pas bien précisés. On s'efforce de rendre le truc accessible, mais c'est vrai que nous, quand on vous présente des études scientifiques comme ça, on a beaucoup de sigles, d'abréviations, etc. Donc on revient pas forcément sur des points importants parce que ça nous paraît évident, mais c'est notre erreur aussi. Donc n'hésitez pas à le dire si nos podcasts sont pas accessibles à cause de ça. Mais du coup, à qui est-ce qu'on pourrait recommander ce podcast? À qui est-ce que vous pouvez recommander ce podcast? Je dirais aux coachs, mais pas seulement dans les sports de force, parce que on a beaucoup parlé du développement de la puissance quand même, et ça en prépa physique, c'est intéressant. C'est intéressant du coup d'utiliser cet outil-là. Ouais. Je pense que c'est vachement intéressant parce que là, on remarque quand même qu'il y a très peu de pertes de vélocité. Et comme je dis, l'objectif quand même de la puissance, c'est de pouvoir standardiser une certaine vitesse et de ne pas se retrouver dans une perte, toujours avoir ce fond de fraîcheur physique. Donc je pense dans le développement de la puissance, c'est vachement intéressant. Ouais. Bon, et puis après, ça, couplé à du VBT, ça donne du coaching de haut vol, mais c'est pas forcément des moyens, pas forcément financiers, mais des moyens qu'on a quand on coach. L'infrastructure s'y prête pas forcément. Mais c'est vrai que ça donne plein de perspectives trop intéressantes sur l'entraînement. Ouais. Petit, du coup, disclaimer, j'ai pas le nom en français, désolé. Pour tous les gens en auto-coaching, faites gaffe à comment vous accumulez des axes de réflexion supplémentaires sur votre propre prog. De plus en plus, je me rends compte qu'accumuler la connaissance, c'est top pour coacher les gens, mais le problème, c'est qu'après, quand on est en auto-coaching, on réfléchit autant pendant l'entraînement que hors de l'entraînement, et on perd un petit peu l'aspect exécutant. Mais ça, pareil, c'est un autre sujet intéressant qu'on pourrait traiter pendant longtemps, je pense, parce que toi aussi, tu es encore en auto-coaching. Ouais. Ça fait beaucoup de données à traiter, mais bon, n'hésitez pas à faire le tri. Encore une fois, c'est pas indispensable. C'est un outil parmi tant d'autres. Si vous arrivez à l'intégrer, à prendre l'habitude de l'intégrer correctement, ponctuellement, ça peut être grave cool. Mais reposez pas tous vos entraînements sur ça et ne vous efforcez pas de tout tester non plus. Même scientifiquement, ça présente un intérêt d'essayer d'isoler les leviers sur lesquels on joue, les choses qu'on modifie dans l'entraînement pour voir si ça a un réel intérêt ou pas. Encore une fois, si actuellement là vous progressez avec votre planif, je suis pas sûr que ça vaille le coup de changer quelque chose pour progresser plus vite. Ouais. Essayez de pas faire cette erreur-là. Je sais pas si tu l'as faite, mais moi je l'ai forcément faite aussi. On veut tout tester, on veut diversifier l'entraînement, etc. Mais non. Si vous trouvez quelque chose qui fonctionne, conservez-le le plus longtemps possible. Et voilà, ça c'est la base. Ça en vrai, c'est un principe un peu plus général que vous pouvez retenir de ce podcast si jamais vous devez retenir qu'une seule chose. Mais bon, du coup, pour les clusters, intéressant pour la perception de la fatigue.
et intéressant pour le développement de la puissance. Et de la force quand même, il y a quand même des effets, hein. Mais c'est pas non plus, voilà, par rapport à du traditionnel, c'est pas significatif. Ouais, ok. Et je voulais quand même finir, dernier point quand même, par rapport quand même à cette opposition quand même science-terrain. Ah ouais. S'il vous plaît les gars, arrêtons avec ça. Pour rappeler, parce qu'on l'a déjà dit, mais en soi, de la science et du terrain, c'est juste, le but c'est de limiter le maximum de biais, donc de pouvoir contrôler, parce que là, on prend le cluster, si vous contrôlez pas les biais, vous pouvez vous retrouver avec un volume plus important et du coup prêter des bénéfices au cluster qui seront pas forcément justifiés. Il peut y avoir le statut d'entraînement, donc que ce soit débutant ou expert, il peut y avoir le sexe, l'âge, etc. Donc en fait le but c'est vraiment de contrôler un maximum de variables pour pouvoir arriver à un résultat qui soit probant et intéressant pour la majorité. Donc ok, Poliquin il l'a utilisé pendant longtemps, il a eu des résultats et il n'a pas attendu la science, mais c'est pas pour autant que c'est un argument qu'il faut utiliser pour mettre en avant le terrain et opposer encore une fois le terrain à la science. Je pense que les deux sont toujours importants. Voilà. Faudra en discuter directement avec quelqu'un qui s'éloigne un peu de la science, mais effectivement, je pense que c'est un argument qui leur permet de justifier de ne pas s'intéresser à ça, parce qu'effectivement, la science se présente pas forcément comme accessible, comme agréable aussi, ou comme stimulante. Enfin, je pense pour la population générale, nous, on a fini par apprécier ça malgré nous, mais lire un document scientifique, c'est pas... Enfin bon, on peut comprendre que vous n'avez pas envie de faire ça, mais ouais, il faut pas dissocier les deux, il faut vraiment se dire que la science, c'est votre terrain plus, c'est votre terrain avec des outils et une rigueur qui vous permet de limiter les biais, mais du coup les erreurs. Donc reposez-vous sur ça le plus possible si vous en avez la capacité ou simplement la possibilité. Et puis nous aussi on se place comme ça, on essaye le mieux possible de vous présenter les choses. C'est pas évident, mais du coup on se place comme ça, et on espère que ça peut vous aider, mais blâmez pas les scientifiques un peu nerds qui sont que derrière leur ordi et qui s'entraînent pas aussi bien que vous. Encore une fois, quelqu'un qui a un excellent physique présente une certaine légitimité, pas forcément à donner des conseils avertis et éclairés, mais vous avez des choses à tirer de ces personnes-là. C'est pas le même type d'expérience, mais faut pas dissocier les deux, faut essayer de prendre des conseils partout, quoi. Il y a des gens qui apprennent des choses de plein de manières différentes. Ne jurer que par l'expérience de terrain, c'est une erreur, mais se priver de ça aussi, c'est une erreur en soi. Donc faut vraiment essayer de combiner le meilleur des deux mondes. Mais il se peut qu'on ait l'occasion d'en reparler en vrai. Même je vois de plus en plus de praticiens, pas forcément dans le sport, mais dans la santé, qui se revendiquent EBP. Donc ça peut être intéressant de faire un petit point là-dessus, parce que bon, c'est une étiquette confortable qui veut dire plein de bonnes choses, mais bon, voilà. C'est pas une certification qu'on nous décerne par des gens qualifiés, donc malheureusement faites attention à ça aussi. Ouais, c'est sûr. Mais le principe de l'EBP est intéressant, et on est tous plus ou moins EBP. Essayez de l'être le plus possible, je dirais. Ça va vous aider à vous former toujours plus déjà, à mettre à jour vos connaissances, et à aussi faire le moins d'erreurs possible dans vos prises en charge, qu'elles soient pour le sport ou pour la santé. Ouais. Beau mot de la fin. C'est parfait, merci Trésor pour ce petit sujet, et merci à Tom, c'est ça, pour la suggestion. Vous aussi, n'hésitez pas, si jamais vous avez des suggestions de sujets à nous faire, que vous voulez qu'on traite. Même si on a plein d'idées en suspens, l'idée c'est toujours de traiter des choses peut-être d'actualité que vous voyez beaucoup passer sur le réseau. On avait suggéré de parler des édulcorants, parce que en ce moment il y a pas mal de sujets à ce propos, peut-être un peu polémiques, notamment sur l'aspartame, qui peuvent être intéressants. Donc n'hésitez pas. Et puis sinon nous pour cet épisode-là, on vous laisse sur ça. N'hésitez pas à nous faire des retours sur nos réseaux ou sur ceux de l'émission. Si vous regardez sur YouTube, lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On essaie d'y répondre le plus vite possible, et si jamais c'est des questions, on essaie d'y répondre le mieux possible. Le débat continue, la recherche continue,
on espère que ça va nous mener très loin. Voilà, merci les gars. Merci à vous.